On raconte que les premiers humains, il y a des dizaines de milliers d'années, se rassemblaient dans des grottes, dans le noir, autour d'un feu, pour regarder les ombres danser sur les parois, pour partager des histoires, se raconter des exploits. Et 100 ans durant, même rituel qu'autrefois. Des salles obscures où l'on s'assoit, des inconnus réunis par la même voix, cette obscurité qui tombe quand la lumière s'éteigne, ce silence qui règne, cette sensation d'être ensemble qui nous étreint, c'est archaïque et puissant à la fois. Ce moment où l'écran s'illumine et se dessine, sentant que ça existe, que ça fascine. Sauf que tout ça vient de disparaître, il y a 3 jours, un jeudi matin. Pour comprendre ce qui vient de mourir, il faut que je vous raconte comment on en est arrivé là. L'histoire de comment on a tué le cinéma. Bon, revenons un petit peu en arrière, pas très loin, juste en 2007, l'année où tout a commencé. Cette année-là, si vous vouliez regarder un film, vous aviez 2 options. Option numéro 1, vous alliez au cinéma. Vous payez votre place, vous achetez votre popcorn hors de prix, vous vous asseyez dans le noir avec des dizaines d'inconnus et vous regardiez des histoires racontées sur un écran de 10 mètres de haut. C'était magique, c'était collectif, c'était le cinéma. Option numéro 2, vous louiez un DVD. Vous alliez chez Blockbuster, vous alliez dans les allées en cherchant le film que vous vouliez et vous le rapportiez le lendemain sous peine d'amende. C'était contraignant, c'était physique, mais ça marchait. Et puis un jour, une petite entreprise qui louait des DVD par correspondance a lancé un nouveau service. Un service qui vous permettait de regarder des films et des séries directement sur internet. Sans DVD, sans déplacement, sans attente. Cette entreprise s'appelle Netflix. Et personne, absolument personne à Hollywood n'a compris ce qui était en train de se passer. Les studios se sont dit, c'est mignon, ces types qui font du streaming, ils vont nous payer des licences pour diffuser notre contenu et c'est de l'argent facile. Warner Bros a vendu ses séries à Netflix, Disney a vendu ses films à Netflix. Paramount, Universal, tout le monde s'est précipité pour signer des contrats. Parce qu'ils pensaient que Netflix était un client, un distributeur parmi tant d'autres, une petite fenêtre de diffusion supplémentaire qui leur rapporterait quelques millions. Mais ils n'ont pas compris que Netflix n'était pas un client, Netflix était un concurrent, le concurrent qui allait tous les dévorer. Bon, je vais accélérer un petit peu parce que vous connaissez la suite. Netflix a grandi très vite, une croissance exponentielle qui a fait saliver Wall Street et terrifier Hollywood. Mais ce qui a vraiment changé la donne, c'est quand Netflix a compris quelque chose de fondamental. Quelque chose que les studios traditionnels n'avaient jamais vraiment saisi. Netflix savait exactement ce que vous regardiez, combien de temps vous regardiez, à quel moment vous mettiez pause, à quel moment vous abandonniez, quels acteurs vous aimiez, quel genre vous préfériez, quelles affiches même vous cliquiez. Netflix ne faisait pas du cinéma, Netflix faisait de la science. Et avec ces données, Netflix a commencé à produire son propre contenu. Orange is the New Black la même année, Stranger Things en 2016, The Crown, Narcos, Black Mirror, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'heures de contenu original, conçu, fabriqué, optimisé par algorithme pour maximiser votre engagement. Et Hollywood a commencé à paniquer. Parce que le problème, c'est que Netflix ne jouait pas selon les mêmes règles. Les studios traditionnels fonctionnent selon un modèle vieux de 100 ans, un modèle simple. Vous fabriquez un film, vous le sortez en salle, vous encaissez les entrées pendant quelques semaines, puis vous le sortez en DVD, puis à la télévision. Chaque fenêtre apporte de l'argent, chaque fenêtre a sa propre économie, c'est lent, c'est prévisible, c'est rentable. Netflix s'en fichait complètement de ce modèle. Netflix ne vendait pas de billets de cinéma, Netflix vendait des abonnements. Et pour vendre des abonnements, il fallait du contenu. Beaucoup de contenu tout le temps, sans arrêt. Une machine à fabriquer des histoires qui ne s'arrête jamais. Et ça a changé quelque chose de fondamental dans la façon dont on fabrique les cinémas et les séries. Avant, quand vous fabriquiez une série, un seul objectif à tenir. Être bon, assez bon pour qu'on s'en souvienne, assez bon pour gagner des prix, pour conquérir, assez bon pour rester, pour appartenir. Avec Netflix, l'objectif c'est de transformer, plus question d'excellence ou de renommée. Le nouvel objectif, retenir, capturer, conformer, maximiser les heures, garder l'abonné. Peu importe que la série soit bonne ou mémorable, ce qui compte, c'est qu'elle soit regardée, qu'elle soit consommée, jetable, éphémère, qu'elle retienne l'œil jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et vous savez quoi? On a un mot pour ça, un mot qui vient de l'industrie alimentaire, la McDonaldisation. C'est un concept inventé par le sociologue George Ritzer en 1993. L'idée est simple, McDonald's a révolutionné l'industrie de la restauration en appliquant 4 principes. Principe numéro 1, l'efficacité. Tout doit être optimisé pour prendre le maximum avec le minimum d'effort. Principe numéro 2, la calculabilité. Tout doit être mesurable, quantifiable. La qualité compte moins que la quantité. Principe numéro 3, la prévisibilité. Le Big Mac que vous mangez à Paris doit être exactement le même que celui que vous mangez à Tokyo. Pas une surprise, pas de risque. Principe numéro 4, le contrôle. Remplacer autant que possible les humains par des machines. Standardiser tout. Et c'est exactement ce que le streaming a fait du cinéma. Regardez Netflix aujourd'hui. La plateforme produit des centaines de films et séries originaux chaque année. Des centaines. Warner Bros, dans ses meilleures années, en produisait une vingtaine. Mais Netflix ne fabrique pas une centaine de chefs-d'œuvre. Netflix fabrique des centaines de produits. Des produits conçus par algorithme pour cibler des audiences spécifiques. Une comédie romantique pour les femmes de 25-35 ans, un thriller policier pour les hommes de 40-50 ans, une série fantastique pour les adolescents, un documentaire animalier pour les familles. Chaque produit est testé, optimisé, calibré pour maximiser le taux de complétion. Parce que chez Netflix, il y a une métrique qui compte plus que tout, une métrique qui décide de la vie ou de mort d'une série, le taux de complétion. Le taux de complétion, c'est le pourcentage de gens qui regardent une série jusqu'au bout. Si moins de la moitié des gens qui commencent une série la terminent, elle est morte. Elle sera annulée.
peu importe qu'elle soit bonne, peu importe qu'elle ait des fans passionnés, si le taux de complétion est mauvais, c'est fini. Prenez The OA, une série mystérieuse sortie en décembre 2016, elle a été visionnée pendant des millions d'heures, elle est entrée dans le top 10 de Netflix, elle avait des fans annulés. Pourquoi ? Parce que son taux de complétion était trop bas, en dessous de seuil fatal. Comparé avec Mindhunter, même succès critique, même qualité de production, taux de complétion élevé, mais coûts et délais de production trop lourds. Vous comprenez le problème ? Netflix ne se demande pas est-ce qu'une série est bonne, Netflix se demande est-ce que cette série retient l'attention. Et pour retenir l'attention, il y a des recettes, des formules, des structures narratives prouvées par des millions d'heures de données, cliffhanger à la fin de chaque épisode, révélation majeure tous les 3 épisodes, arc narratif qui se résout à l'épisode 8 avec un twist pour la saison 2. C'est efficace, c'est prévisible, c'est industriel, c'est McDonald's. Et le pire, c'est que ça marche, parce que vous, moi, nous tous, on regarde ces séries, on les dévore, on parle de The Witcher au travail, on théorise sur Squid Game sur Reddit, on s'abonne, on reste abonné, on paie chaque mois nos 20€, et Netflix compte les milliards. Un chiffre qui donne le vertige, un chiffre qui fait saliver tous les studios d'Hollywood, parce que pendant ce temps, ils galèrent, les entrées en salle s'effondrent, la pandémie a achevé un modèle déjà moribond, les gens ne vont plus au cinéma comme avant. Pourquoi payer cher pour voir un film avec des inconnus qui parlent et regardent leur téléphone, quand vous pouvez rester chez vous, dans votre canapé, avec votre écran et votre système son ? Pourquoi attendre les sorties en salle d'un film quand il sera disponible en streaming quelques semaines plus tard ? Des studios comprennent qu'ils n'ont pas le choix. S'ils veulent survivre, ils doivent faire comme Netflix. Ils doivent lancer leur propre plateforme de streaming. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. 2019, Disney lance Disney+. 2020, Universal lance Peacock. Paramount lance Paramount+. Warner Media lance HBO Max. Tout le monde se lance dans le streaming. Tout le monde veut sa part du gâteau. Et pendant quelques années, on assiste à ce qu'on appelle la guerre du streaming. Chaque studio retire son contenu de Netflix pour le mettre sur sa propre plateforme. Disney récupère Marvel, Warner Media récupère les films d'ici, toute la bibliothèque HBO, Paramount récupère Star Trek. L'idée, c'est de forcer les gens à s'abonner partout. Vous voulez regarder The Mandalorian ? Disney+. Vous voulez regarder Game of Thrones ? HBO Max. Vous voulez Yellowstone ? Paramount+. Vous voulez Stranger Things ? Netflix. Abonnez-vous partout, payez une fortune par mois et peut-être, je dis bien peut-être, que vous pouvez regarder ce que vous voulez. C'est absurde, c'est insoutenable, et surtout, c'est ruineux pour les studios. Parce que gérer une plateforme de streaming, ça coûte une fortune. Il faut payer l'infrastructure technique, les serveurs, il faut la bande passante, il faut payer le développement de l'application, il faut payer le service client, il faut payer le marketing pour convaincre les gens de s'abonner, et surtout, il faut fabriquer du contenu. Énormément de contenu, tout le temps, sans arrêt. Parce que si vous n'avez pas de nouveaux épisodes chaque semaine, les gens se désabonnent. Et fabriquer du contenu, ça coûte cher. The Witcher, des millions par épisode. The Rings of Power, des dizaines de millions par épisode. House of the Dragon, des millions par épisode. Des budgets pharaoniques pour des séries que les gens regardent en 3 jours et oublient en 3 semaines. Et le problème, c'est que contrairement à Netflix, les studios traditionnels ne savent pas faire ça. Ils ne savent pas optimiser, ils ne savent pas rationaliser, ils ne savent pas McDonaldiser leur production. Ils font du cinéma comme on en a fait depuis 100 ans. Lentement, soigneusement, coûteusement, et ça ne marche pas. Les plateformes perdent des milliards, Disney+ perd des milliards, Peacock perd des milliards, HBO Max avant la fusion perd des milliards par an. C'est l'hémorragie. Et Wall Street commence à perdre patience. Les actionnaires veulent des profits, pas de la croissance à perte, pas des investissements stratégiques, des profits, maintenant, tout de suite. En avril 2022, Warner Bros fusionne avec Discovery. La nouvelle identité s'appelle Warner Bros Discovery. À sa tête, David Zaslav. Un homme que vous ne connaissez peut-être pas, mais que vous devriez connaître. Parce que cet homme incarne tout ce qui ne va pas dans l'industrie du divertissement aujourd'hui. Il vient de Discovery, vous savez, la chaîne qui fait des documentaires sur les requins et les nazis. C'est un homme de télévision, pas un homme de cinéma. La différence est fondamentale. Les gens de cinéma font des films parce qu'ils aiment raconter des histoires. Les gens de télévision font des programmes parce qu'ils aiment vendre de la publicité. Zaslav n'a jamais caché ses intentions. Réduire les coûts, c'était son ambition. Des milliards à économiser, voilà la mission. Mais alors, comment réduire dans une entreprise de création ? Facile, simple, direct. On arrête de faire du cinéma. Zaslav annonce ses premières décisions. Bad Girl, un film de super-héros avec un budget de 90 millions de dollars, quasiment terminé, est annulé. Pas reporté et pas revu, annulé. Le film ne sortira jamais. Ni en salle, ni sur HBO Max, ni nulle part. Il est enterré. Pourquoi ? Pour une déduction fiscale. En annulant le film, Warner Bros peut réduire les 90 millions de dollars de ses impôts. C'est plus rentable de déduire le film que de le sortir. Et vous savez ce qui est fou ? Le film était probablement bon. Les tests screening étaient positifs. Michael Keaton revenait en tant que Batman après 30 ans d'absence. Tout le monde était excité. Et puis un matin, les gens qui ont fait ce film ont appris qu'il n'existerait jamais. Qu'ils avaient travaillé pendant des années pour rien. Qu'on allait effacer leur travail comme s'il n'avait jamais existé. Un acteur anonyme du film a dit sur les réseaux sociaux « Sa lâcheté est à couper le souffle. C'était incroyable. Lâche de la part du studio de détruire un film juste sur la base des premières critiques.
Kevin Smith, réalisateur, a dit sur son show YouTube « C'est un désastre de relations publiques incroyable d'annuler le film. Je m'en fiche que le film soit de la merde absolue. Je te garantis qu'il ne l'était pas. » Mais Zaslav s'en fichait. Ce qui comptait, c'était le bilan comptable. Bad Girl n'était que le début, le premier sacrifice sur l'autel du rendement. Dans les semaines qui suivent, la purge s'étend, des dizaines de films tombent, disparaissent, s'effondrent. Scoob Holiday Hunt, annulé, effacé. Coyote vs Acme. Ah, Coyote vs Acme. Cette histoire est encore pire. C'est un film live-action animation hybride basé sur les personnages Looney Tunes. Budget 70 millions de dollars. Complètement terminé. Montage final fait. Effets spéciaux terminés. Et les tests screening étaient excellents. 14 points au-dessus de la moyenne familiale. Les gens adoraient le film. Novembre 2023, Zaslav annule le film. Déduction fiscale. 30 millions de dollars économisés. Le film est enterré. Les acteurs ne sont même pas prévenus. Ils l'apprennent dans la presse. Will Forte, l'acteur principal, dit publiquement « C'est de la putain de connerie. Ça me fait bouillir le sang. Je veux que les gens n'oublient pas ce que Warner Bros a fait. » Joaquin Castro, représentant du Texas au Congrès, envoie une lettre officielle. Il dit que les pratiques de détruire des films terminés pour des déductions fiscales est prédatrice et anti-compétitive. Il demande au département de la justice et à la FTC d'ouvrir une enquête. Mais rien ne se passe. Le film reste enterré pendant des mois, jusqu'à ce que finalement, sous la pression publique, Warner Bros accepte de laisser les créateurs chercher un distributeur. Finalement, une petite société de distribution, Ketchup Entertainment, l'achète pour presque rien. Le film sortira en 2026, 2 ans et demi après avoir été terminé, 2 ans et demi où il n'a pas existé, parce qu'un homme a décidé qu'il valait plus mort que vivant. Et ce n'est pas tout. HBO Max, la plateforme de streaming de Warner Bros, commence à retirer du contenu. En août 2022, 37 programmes sont supprimés du catalogue. Des séries originales comme Westworld, des films, des dessins animés, Final Space, Infinity Train, 200 épisodes de Sesame Street, tout disparaît du jour au lendemain. Les créateurs ne sont pas prévenus. Ils l'apprennent en même temps que le public. Julia Pott, créatrice de Summer Camp Island, dit « On a travaillé tard dans la nuit, on s'est donné à fond, on était une famille d'artistes qui voulaient faire quelque chose de beau, et HBO Max nous a juste retiré comme si de rien n'était. » Owen Dennis, créateur d'Infinity Train, dit que l'approche de Discovery est incroyablement non professionnelle, impolie et franchement visqueuse. Il ajoute que dans toute l'industrie, les talents sont furieux, les agents sont furieux, les avocats et les managers sont furieux, même les cadres de ces entreprises sont furieux. Pourquoi ? Parce qu'en retirant du contenu de la plateforme, Warner Bros économise sur les résidus. Les résidus, ce sont des royalties payées aux créateurs à chaque fois que leur œuvre est diffusée. Pas de diffusion, pas de royalties. Des millions économisés. Et tant pis pour les créateurs, tant pis pour les fans, tant pis pour l'art. Ce qui compte, c'est le bilan financier. Les licenciements suivent. 125 postes supprimés chez Warner Bros Télévision, 82 employés virés, puis 5 à 10% de la division cinéma, puis encore et encore. Des milliers de personnes qui perdent leur travail, des talents qui quittent l'industrie, des projets qui ne verront jamais le jour. Et la valeur de l'entreprise s'effondre. Warner Bros Discovery perd la moitié de sa capitalisation boursière en 2 ans. La moitié. Une destruction de valeur historique. Zaslav devient l'homme le plus détesté d'Hollywood. Les créateurs le méprisent, le rejettent, les employés le craignent, tremblent, les fans le haïssent, s'insurgent, mais Wall Street applaudit, l'adore, le défend. Ce qu'il fait, c'est ce que les actionnaires attendent. Réduire les coûts, tailler dans le vivant, maximiser les profits, ignorer le présent. Transformer la culture en machine à rendement. C'est brutal, cynique, efficace et absolument terrifiant. Enfin, pas vraiment, parce que pendant que Zaslav détruit Warner Bros de l'intérieur, il ne résout pas le problème fondamental. HBO Max continue de perdre de l'argent, les abonnés stagnent, les contenus se raréfient, la réputation de la marque s'effondre, et d'autres plateformes, elles, continuent de croître. Netflix est en tête. Pendant ce temps, Netflix avance en faillir. Enfin si, des erreurs bien sûr qu'il y en a eu, mais Netflix apprend, corrige et s'améliore sans pâlir. Netflix itère, teste et mesure ce qui marche déjà. Netflix optimise chaque donnée, chaque chiffre. Quand les abonnés commencent à stagner, Netflix réagit immédiatement. Baisse des budgets, annulation de séries peu performantes, lancement d'un forfait avec publicité, guerre contre le partage de comptes, des décisions impopulaires, des décisions qui font râler les utilisateurs, mais des décisions qui fonctionnent. La croissance reprend, les profits explosent. Netflix devient rentable, vraiment rentable. Des milliards de dollars de bénéfices nets, pendant que Warner Bros Discovery perd de l'argent, pendant que Disney Plus perd de l'argent, pendant que Paramount Plus perd de l'argent, Netflix gagne. Et Netflix comprend qu'il est temps de frapper le coup de grâce. Un jeudi matin, le communiqué tombe. Netflix annonce l'acquisition de Warner Bros Discovery, le plus grand rachat de l'histoire du divertissement, le plus gros rachat jamais réalisé par Netflix, et peut-être le rachat le plus important de l'histoire culturelle moderne, parce que Netflix ne rachète pas juste une entreprise, Netflix rachète Hollywood. Warner Bros, c'est un des 6 studios majeurs, un des piliers historiques du cinéma, fondé en 1923 par 4 frères immigrés. Warner Bros, c'est le Magicien d'Oz et ses souliers de rubis, Batman dans Gotham, Harry Potter à Poudlard, Game of Thrones et ses millions conquis, des siècles d'histoire gravés dans la mémoire, un siècle de chefs-d'œuvre, de rêves partagés, un siècle de culture qu'on croyait éternelle, ordinaire, tout ça, vendu, liquidé, effacé. Et maintenant,
Tout ça appartient à une plateforme de streaming, une entreprise qui a moins de 30 ans, une entreprise qui louait des DVD il y a 15 ans, une entreprise qui fabrique des contenus optimisés par algorithme. Mais comment on en est arrivé là? Reculons un peu, la fin de l'année 2024. Warner Bros. Discovery est au bout du rouleau. L'entreprise perd de l'argent. Les actionnaires sont furieux, le cours de l'action est au plus bas, David Zaslav essaie désespérément de sauver les meubles, il annonce un plan de séparation. Warner Bros. Va être scindé en deux entités. D'un côté les studios et le streaming, HBO, Max, Warner Bros. Pictures, de l'autre les chaînes de télévision. L'idée c'est de rendre l'entreprise plus attractive pour un potentiel acheteur, et les acheteurs potentiels se manifestent, comme Cast, Paramount et Netflix. Pendant des semaines, c'est la guerre. Les enchères montent, les avocats négocient, les banques d'affaires font des PowerPoint, Paramount envoie une lettre furieuse accusant le processus d'être biaisé et injuste, Comcast se retire concernant le prix trop élevé, et il ne reste que Netflix. Et début décembre, c'est officiel, le deal du siècle. Mais qu'est-ce que Netflix rachète exactement? Tout. Les studios Warner Bros, la bibliothèque HBO, Max, la plateforme de streaming, les franchises, Batman, Superman, Wonder Woman, tout l'univers d'ici, Harry Potter et les séries en production, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, des milliers de films, des dizaines de milliers d'heures et de séries, un catalogue qui vaut de l'or, et surtout Netflix achète de la légitimité. Parce que le problème de Netflix, ça a toujours été ça. Netflix fait du contenu, beaucoup de contenu, mais Netflix n'est pas Hollywood. Netflix n'a pas l'histoire, pas le prestige, pas l'aura. Les cinéastes prestigieux ne rêvent pas de faire des films Netflix, ils rêvent de faire des films pour Warner Bros, pour Universal, pour Paramount. Le monde du cinéma traditionnel considère Netflix comme un intrus, un outsider, un ennemi. Mais maintenant, Netflix est Warner Bros, Netflix est HBO, Netflix est Hollywood. Et le monde du cinéma tremble. Parce que tout le monde sait ce que ça signifie, et les réactions ne se font pas attendre. Christopher Nolan est furieux, vous connaissez Christopher Nolan, le réalisateur d'Inception, de The Dark Knight, d'Oppenheimer, un des derniers grands défenseurs du cinéma en salle, un des rares à pouvoir exiger que ses films sortent en salle pendant des semaines avant d'aller sur les plateformes. Nolan est aussi, et c'est important, le président de la Directors Guild of America, le syndicat des réalisateurs. Et le lendemain de l'annonce, Nolan annonce qu'il va mener des discussions d'urgence avec Netflix pour comprendre ce que ce rachat signifie pour les cinéastes, pour les sorties en salle, pour l'avenir du cinéma. Il ne dit rien publiquement, mais tout le monde sait ce qu'il pense. Nolan déteste Netflix, refuse leur modèle, et maintenant Netflix rachète un géant. C'est son cauchemar devenu réel, sa bataille perdue contre le temps. James Cameron est encore plus direct, le réalisateur de Titanic, d'Avatar, un homme qui, comme Nolan, défend fermement le cinéma en salle. Cameron appelle Netflix un désastre. Il dit que Ted Sarandos, le co-PDG de Netflix, a déclaré publiquement que les films en salle sont morts, et Cameron ne peut pas accepter ça, parce que lui, le cinéma c'est l'écran géant, c'est le son immersif, c'est l'expérience collective, et Netflix veut tuer tout ça. Pour le remplacer par quoi? Par des gens seuls, dans leur salon qui regardent des films sur leur télévision. Ce n'est pas du cinéma, c'est de la télévision. Jane Fonda va encore plus loin. L'actrice légendaire appelle le rachat une affaire catastrophique qui pourrait détruire Hollywood, toute l'industrie du divertissement. Catastrophique, pas problématique, pas inquiétant, catastrophique. Parce que Fonda comprend ce que beaucoup de gens ne comprennent pas encore. Ce rachat, ce n'est pas juste une fusion d'entreprises, c'est la fin d'un modèle, c'est la fin d'une époque, la fin d'une certaine idée de ce que le cinéma peut être. La Writer Guild of America, les syndicats des scénaristes, demandent officiellement que le rachat soit bloqué. Ils publient un communiqué, cette fusion doit être bloquée. Elle va éliminer des emplois, faire baisser les salaires et augmenter les prix pour les consommateurs. Ils ont raison, quand on détruit la compétition, on réduit les opportunités. Moins de studios, c'est moins de projets c'est moins d'emplois c'est moins de pouvoir de négociation pour les créateurs. Et Netflix le sait. Jason Kilar, l'ancien PDG de Warner Media, tweet « Je ne peux pas penser à une manière plus efficace de détruire la compétition à Hollywood que de vendre Warner Bros. Discovery à Netflix ». Il le dit ouvertement, c'est la fin de la compétition. Netflix a gagné. Ça signifie la fin des salles de cinéma, ou presque. Warner Bros. En 2024 a sorti 19 cinémas en salle, des films comme Dune Part 2, Beetlejuice, Furiosa, des films conçus pour le grand écran, des films qu'on va voir au cinéma. Mais Netflix n'aime pas les salles. Netflix a toujours privilégié le streaming, ces films sortent directement sur la plateforme, ou alors, s'ils le sortent en salle, c'est pour quelques jours seulement, dans quelques cinémas, juste pour être éligible aux Oscars pour Netflix. C'est de l'argent laissé sur la table, des abonnés qui pourraient consommer le contenu tout de suite, là, maintenant. Alors quand Netflix rachète Warner Bros, les exploitants de salles paniquent. Cinema United, une association de propriétaires de cinéma, déclare « Ce rachat représente une menace sans précédent pour l'industrie de l'exploitation mondiale ». En France, un collectif de producteurs écrit au Congrès américain que le passage de Warner Bros dans les girons de Netflix reviendrait à mettre une corde au cou au secteur des salles de cinéma. Disney qui sort de moins en moins de films en salle, Universal qui hésite entre salle et streaming, Sony qui vend ses films à Netflix, et un cinéma sans studio, c'est un cinéma mort. Mais les salles de cinéma ne sont pas les seules à trembler. Les régulateurs aussi s'inquiètent. Elizabeth Warren, sénatrice démocrate, tweet un cauchemar antitrust.
Parce que le deal a déjà créé un monstre. Netflix est déjà la plateforme numéro 1 de streaming, des centaines de millions d'abonnés, plus que Disney+, HBO Max et Paramount+ réunis. Et maintenant, Netflix achète HBO Max et un des plus grands catalogues de contenu du monde. Ça fait beaucoup, trop, un quasi-monopole. Et les régulateurs ont des directives claires. Au-delà d'un certain seuil, on bloque la fusion. Sauf qu'on ne la bloque jamais vraiment. On négocie, on impose des conditions, on demande des concessions, mais on finit toujours par accepter. Parce que c'est compliqué de dire non à des milliards de dollars. C'est compliqué de dire non à une des plus grosses entreprises du divertissement du monde. Alors, ils vont probablement accepter, avec des conditions. Peut-être qu'ils devront s'engager à sortir un certain nombre de sorties en salle, peut-être qu'ils devront garantir des licences de contenu à des concurrents, mais le deal passera dans 12 à 18 mois. Fin 2016, début 2027. Warner Bros deviendra officiellement une filiale de Netflix, et Hollywood, tel qu'on le connaît, aura disparu. Alors, on fait quoi maintenant? On pleure la mort du cinéma, on boycotte Netflix, on manifeste devant les multicomplexes? Non, parce que soyons honnêtes, on s'en fiche un peu. La plupart des gens ne vont plus au cinéma de toute façon. La plupart des gens sont très contents de regarder des films et des séries depuis leur canapé, en pyjama, avec leur chat, sans avoir à supporter des gens qui parlent, qui mangent bruyamment, qui regardent leur téléphone. Le streaming, c'est plus confortable, plus pratique et moins cher souvent. Alors pourquoi on devrait s'inquiéter? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'on est en train de perdre quelque chose qu'on ne réalise même pas qu'on est en train de perdre. On est en train de perdre la diversité. Pas la diversité au sens où Netflix l'entend, pas la diversité des représentations, des ethnies ou des orientations sexuelles. On perd la diversité créative, les 1000 possibles, la diversité des formes, des rythmes, des voix, des structures qui osent, qui surprennent, qui brisent les moules. La diversité de ce qu'un film peut être au-delà des lois, de l'algorithme qui standardise, formate, contrôle. Peut-être parce que tout le contenu produit par la même entreprise, optimisé par les mêmes algorithmes, calibré pour maximiser les mêmes métriques, tout finit par se ressembler. Vous avez déjà remarqué, les films Netflix ont tous la même esthétique, le même étalonnage de couleurs, le même rythme, la même structure en 3 actes avec un twist au milieu. Les séries Netflix ont tous la même longueur d'épisodes, les mêmes cliffhangers, les mêmes actes narratifs. Ce n'est pas un hasard, c'est voulu, c'est optimisé, c'est ce qu'un algorithme a déterminé comme étant la formule la plus efficace pour retenir votre attention. Et ça marche. Mais le prix à payer, c'est qu'on perd les films étranges, les films lents, les films qui ne rentrent pas dans une case, les films qui prennent des risques, les films qui peuvent échouer. Parce qu'avant, les studios pouvaient se permettre de prendre des risques. Sur 10 films produits, 8 devaient juste ne pas perdre d'argent. Un devait être un gros succès modéré, un peut-être devait être un blockbuster qui payait tous les autres. Ce modèle permettait de faire des films bizarres, des films personnels, des premiers films de réalisateurs inconnus, des films qui ne marchaient pas forcément au box-office, mais qui trouvaient leur public. Et parfois, un de ces films bizarres devenait un classique. Matrix et ses pilules rouges, Le Silence des agneaux et ses frissons, des films qui ont redéfini les canons, des films qu'aucun algorithme n'aurait validés, des films qui n'existeront plus dans le monde qui arrive, parce que Netflix ne peut pas se permettre l'échec. Chaque film doit être regardé, chaque film doit être terminé, chaque dollar investi doit rapporter. Alors on optimise, on formate, on McDonald's et on perd la magie. On perd aussi quelque chose d'autre, quelque chose de plus subtil. On perd la permanence, l'idée qu'une œuvre existe vraiment, physiquement, de façon permanente. Vous vous souvenez de ce que je vous ai raconté tout à l'heure? HBO Max qui supprime des dizaines de programmes de son catalogue. Des séries qui disparaissent du jour au lendemain, pas annulées, supprimées, effacées. Vous ne pouvez plus les regarder, nulle part, pas en streaming, pas en DVD, nulle part. Elles n'existent plus. C'est terrifiant quand on y pense, parce que pendant 100 ans, quand on faisait un film, il existait. On pouvait le projeter, le conserver dans un cinémathèque, le ressortir en salle 20 ans plus tard. Le film était un objet physique, une bande de pellicule, un disque, un fichier à la rigueur, mais quelque chose qui existait. Avec le streaming, un film n'existe que tant que la plateforme décide qu'il existe. Le jour où Netflix décide de retirer un film de son catalogue, ce film cesse d'exister. Pouf, disparu, et ça, c'est dangereux. Parce qu'on est en train de confier toute notre culture à des entreprises privées qui peuvent décider du jour au lendemain de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. Vous savez ce qui est drôle? On a déjà vécu ça. Il y a 7 ans, en 2019, Disney+ a racheté la Fox. Et à l'époque, les gens se sont inquiétés. Les régulateurs ont enquêté. Les analystes ont écrit des articles. Les créateurs ont protesté. Et puis le deal est passé. Avec des conditions, Disney+ a dû vendre quelques actifs, garantir quelques licences. Mais au final, le deal est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Exactement ce qu'on craignait. Moins de compétition, moins de diversité, moins d'opportunités pour les créateurs. Disney a fermé Fox Searchlight, le label de films indépendants. Disney a annulé des dizaines de projets en développement. Disney a licencié des milliers d'employés, car quand on fusionne, on élimine ce qui double. Et ce qui double,
Ce sont des vies, des destins, des emplois perdus dans les bouts du trouble, des projets enterrés, des histoires qui ne verront jamais le jour, des rêves qu'on ne racontera jamais à notre tour. Et maintenant on recommence avec Netflix et Warner Bros. Sauf que cette fois c'est pire, parce que Disney au moins c'est encore un studio de cinéma traditionnel. Disney sort ses films en salle, Disney croit encore à l'expérience collective. Mais Netflix, il s'en fiche du cinéma. Netflix veut juste maximiser le nombre d'heures regardées sur sa plateforme, peu importe comment, peu importe avec quoi. Et vous savez ce qui est vraiment terrifiant, c'est que ça ne va pas s'arrêter là. En 2019, Disney a racheté Fox, 6 studios majeurs sont devenus 5, aujourd'hui 5 studios deviennent 4. Warner Bros disparaît, avalé par Netflix. Et la tendance ne va faire que s'accélérer, parce que le problème, c'est que chaque fusion rend la suivante plus probable, plus inévitable, plus nécessaire même. Quand un concurrent grossit, les autres doivent grossir aussi, ou disparaître. C'est la logique du marché, la logique de Wall Street, la logique qui lentement mais sûrement transforme une industrie diverse en oligopole, puis en monopole. Une seule entreprise qui contrôle toutes les productions de films et de séries, qui décide de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas, qui décide de ce qui existe et de ce qui n'existe pas. C'est ça qu'on construit pierre après pierre, un monopole qui étouffe, qui écrase, qui contrôle. Et personne ne bouge, ne crie, ne s'insurge, personne ne fait rien pour arrêter la chute, personne ne voit ce qui se profile dans l'ombre, la fin d'un monde qu'on croyait indispensable. Bon, je vous ai déprimé, je sais, pardon, mais il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Ce jeudi-là, ce n'est pas Netflix qui a racheté Warner Bros, c'est un modèle qui a remplacé un autre, le cinéma remplacé par le streaming continu, la création remplacée par l'optimisation froide, l'art remplacé par la data, le calcul, le rendu, le rêve remplacé par ce qui n'est plus rentable. 3 révolutions en une matinée, 3 morts qu'on n'a même pas remarquées. Et on ne reviendra pas en arrière, parce que c'est ça la vraie leçon de cette histoire, on ne revient jamais en arrière. Les studios ne refermeront pas Netflix, les gens ne retourneront pas en masse dans les salles, le streaming a gagné, c'est fini. Alors qu'est-ce qu'on fait? On accepte? On s'adapte? On essaie de sauver ce qui peut encore l'être? Mais il y a peut-être des raisons d'espérer. Des petites, fragiles, mais réelles. Le cinéma indépendant résiste. A24 continue de produire des films étrangers et merveilleux. Everything Everywhere All at Once, The Wall, Aftersun, des films qui existent en dehors du système Netflix, des films qui trouvent leur public. Les festivals continuent d'exister. Cannes, Sundance, Toronto, des endroits où on découvre encore des films qu'aucun algorithme n'aurait jamais validés. Et puis, il y a encore des réalisateurs qui résistent. Christopher Nolan, qui refuse de travailler avec Netflix, Denis Villeneuve, qui se bat encore pour les sorties en salle. Il prouve que le cinéma, le vrai cinéma, celui qui se vit sur le grand écran, dans le noir, avec des inconnus, il existe encore. Il est juste plus rare, plus précieux, plus fragile. Et vous savez quoi? Il faut qu'on le protège. Parce que si on ne fait rien, dans 10 ans, il n'y aura plus de salles de cinéma, plus de diversité, plus de risques, plus que Netflix. Et peut-être une ou deux autres plateformes qui fabriqueront du contenu optimisé pour maximiser votre temps d'écran. Du contenu qui se regarde, mais qui ne se souvient pas. Du contenu McDonald's pour un monde formaté. Prévisible, comme un menu standardisé. Contrôlé de la première pierre à la dernière image. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on mérite? Un monde où tout se ressemble, où rien ne surprend. Ce jeudi-là, dans une salle de réunion, quand ces hommes ont signé ces papiers, ils n'ont pas pensé aux salles de cinéma, ils n'ont pas pensé aux créateurs, ils n'ont pas pensé à l'art, ils ont pensé aux synergies, aux économies réelles, à la consolidation, au retour sur investissement, et en 47 minutes, ils ont mis fin à 100 ans d'histoire. Parce que l'histoire, ça ne rapporte rien, parce que l'art refuse de se laisser mesurer, parce que le rêve ne peut pas s'optimiser. Alors ils l'ont vendu, liquidé, bradé pour des milliards. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Des écrans qui brillent dans le vide, des algorithmes qui décident à notre place, des métriques qui jugent, classent, éliminent, des taux de complétion qui remplacent la grâce, du contenu à consommer, à oublier, à jeter. Mais plus de cinéma, plus de magie, plus rien. Je me demande si dans 100 ans, quand on racontera l'histoire du cinéma, on se souviendra de cette date, de ce jeudi matin, de cette réunion, de cette signature, le jour où Netflix a racheté Warner Bros, le jour où Hollywood a disparu, ou peut-être qu'on ne s'en souviendra pas. Peut-être que dans 100 ans, personne ne saura même pas ce que c'était Hollywood, ce que c'était de s'asseoir dans le noir avec des inconnus et de partager une émotion, ce que c'était d'avoir des films qui prenaient des risques, qui échouaient, qui surprenaient. Peut-être qu'on aura oublié, ou que nos enfants grandiront dans un monde où le cinéma c'est Netflix. Peut-être, ou peut-être pas, peut-être qu'on résistera, peut-être qu'on continuera d'aller en salle, de soutenir les films indépendants, de refuser la standardisation, de chercher l'étrange, le différent, le risqué. Ce que je sais, c'est qu'on a le choix. On a toujours le choix. Et que chaque fois qu'on choisit de regarder un film au cinéma plutôt que sur Netflix, on vote. On vote pour un monde où le cinéma existe encore, où la diversité existe encore, où l'art existe encore. De mon côté, je vous embrasse et on se retrouve très bientôt, peut-être dans une salle de cinéma, si elle existe encore.